Bonjour à toutes, bonjour à tous mes chers amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Notre club de démocratie, présidé par le général Henri Paris, a organisé un colloque sur l'avenir du nucléaire militaire au Palais Bourbon, Assemblée nationale bien sûr, le 23 novembre 2009. Parmi des intervenants très prestigieux, je vous invite à écouter l'intervention de M. Jacques Miard, député des Yvelines, maire de Maisons-Laffitte. Alors maintenant, posons-nous des questions, parce que c'est celle qui nous intéresse, les politiques. Est-ce que le danger est que des terroristes peuvent se doter d'armes de destruction massive? C'est ça qui nous intéresse. Nous avons le sentiment que les États, quel que soit leur retour de montagne, et quelle que soit l'expérience, sont rationnels et que la tombe en stage, et on en a quand même des expériences, même si on est passé près avec la crise de Cuba. Même si on a retrouvé les camps d'attaque soviétiques sur l'Europe, c'était pas fait. Mais le politique n'a pas suivi, je dirais, les militaires. Il est vrai, dans la matière de terrorisme, que Al-Qaïda a eu la velléité, selon des documents qu'on a retrouvés notamment à Kaboul, de se doter, de rechercher la maîtrise de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, après avoir vraiment vérifié ça, même si un certain nombre d'Américains vous disent que ça les empêche de dormir la nuit. Vous savez qu'il existe aux États-Unis tout un tas de cercles de remue-ménage, plus ou moins instrumentalisés par les uns et par les autres, qui vous font des descriptions apocalyptiques. Entre l'apocalypse Now et puis la réalité, il y a encore une marge et il faut se méfier des fantasmes. En matière de fabrication d'une bombe nucléaire, la réponse est quasiment non. On ne peut pas faire, je dirais, dans un garage, dans une case, fabriquer une bombe nucléaire. Peut-on la voler? Vous savez, après tout, ça peut toujours arriver. C'est vrai que les Américains, vous allez très attentivement et négocier à ce qui se passe au Pakistan. Mais il semble bien quand même qu'on n'en soit pas là. En revanche, il est possible, parce que ça c'est techniquement atteignable, d'avoir une bombe stable, c'est-à-dire des bombes à base radiologique avec le cobalt. Simplement, il faut savoir que le cobalt, vous savez mieux que moi, est une matière tellement radioactive que pour déménager 50 grammes, il nous faut une valise de 50 kg en plomb. Mais il y a un problème, c'est que ce cobalt existe dans toutes nos sociétés, à l'hôpital notamment, et que véritablement c'est possible de le prendre à condition de mettre les formes et les procédures, sinon le gars qui vole ça, il va rectifier très rapidement. Et effectivement, l'impact psychologique d'une bombe sale de ce type pourrait avoir des effets psychologiques dévastateurs, car il faut ensuite plusieurs mois pour nettoyer la zone. Ils ne tueront pas des millions de personnes, mais ils peuvent tuer effectivement des centaines de personnes, mais ensuite la zone doit être véritablement nettoyée. Il reste bien sûr la bombe chimique. Là, c'est la même chose, même si toutes les hypothèses, par exemple, d'empoisonner une ville avec par le biais du réseau d'eau semblent extrêmement difficiles parce qu'il faut des doses très importantes. En revanche, pour ce qui est du biologique, là, véritablement, on doit se poser des questions. Ce qui s'est passé au Congrès américain avec l'anthrax tient du miracle. Vous savez qu'à la Chambre des représentants est arrivée une enveloppe un jour et la secrétaire a eu le réflexe de dire qu'est-ce que c'est que cette poudre blanche. On a immédiatement arrêté toute la climatisation du bâtiment et c'en était. Et on est passé très près d'une catastrophe. Vous savez que c'était un terroriste, d'ailleurs infra-américain. Le FBI, je vais vous dire qui il était, et on sait à peu près comme sûr, c'était un technicien travaillant dans un laboratoire des armes. C'est là où les Américains se sont d'ailleurs aperçus que l'ensemble des laboratoires qui travaillaient sur ces substances, il y en avait un certain nombre, si ce n'est pas plus que la moitié, dont les conditions de sécurité étaient catastrophiques. Il faut le savoir. Donc là, il y a un véritable danger, et nous recommandons que, bien évidemment,
nous recommandons que soient renforcés tous les contrôles tant en interne que sur le plan international, car à la différence de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques où il y a une mission de contrôle, il y a un système de vérification, ce n'est pas le cas pour la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, et il n'y a pas de système de contrôle. Là, il faut que la société internationale, et que nous prenons des initiatives pour renforcer ça. Reste l'attaque cybernétique. Ben, c'est plus du roman feuilleton. Ça a eu lieu, et ça a peut-être lieu au moment où je vous parle. Nous avons subi, vous le savez, des attaques cybernétiques venant d'Extrême-Orient. Les Russes à Moscou l'ont dit d'ailleurs, que sur l'Estonie, c'était pas le gouvernement, mais que c'était effectivement des jeunes pionniers du parti de M. Poutine, qui avaient bloqué pendant toute une journée tout le réseau informatique de l'Estonie. Nous avons subi, Mme Merkel, lorsqu'elle était en visite à Pékin, dans le même temps, les Chinois ont lancé une attaque cybernétique sur l'ensemble du réseau allemand d'État, où ils ont failli, enfin bloqué, heureusement ils n'y sont pas arrivés, mais capter des données multipliées par des centaines de gigas. Donc c'est la France vient de se doter d'une agence de sécurité informatique, étant entendu qu'il ne faut pas se tromper, le réseau Internet est pourri. Il est pourri. Et c'est ça le problème, le fond du problème, etc. Donc nous avons une faiblesse très importante dans ce domaine. Alors j'en viens maintenant, et j'ai déjà passé, à ce qui est l'un des éléments majeurs de notre rapport, à savoir la réforme du TNP. Alors, je ne vous cache pas que pour en avoir déjà parlé du ministère des Affaires étrangères, on est rentré en hésitation. Seulement, c'est pas grave. Moi, je suis un parlementaire responsable, et j'ai le droit de mettre sur la table un certain nombre de propositions. Nous l'avons fait avec Jean-Michel, et ça a été acté par la Commission des Affaires étrangères à l'unanimité. Premièrement, il ne faut pas jeter, bien sûr, le bébé avec l'eau du bain. Le TNP a fonctionné dans de nombreux cas. Les États, pour la plupart, respectent leurs obligations du TNP. On a même vu un État qui était un État nucléaire passer aux États sous-nucléaires, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait fait exploser une bombe, elle avait aidé sans doute Israël d'ailleurs à faire exploser la sienne propre, et elle est passée au seul infranucléaire. On a vu la Libye, à la suite de quelques pressions amicales, renoncer à cette possibilité après avoir bénéficié de prolifération venant de la Corée et venant vraisemblablement aussi de l'Iran. Donc, ce TNP, il doit soit subsister. Peut-il subsister dans sa forme actuelle? Bon, la réponse est non. Car, à partir du moment où vous avez l'Inde, le Pakistan, vraisemblablement l'Iran qui aura la bombe, Israël, la Corée du Nord, vous avez effectivement le danger que le système n'implose ou soit perçu comme plein de coups, non fiable, et qu'à la définitive, on n'arrive pas à l'objectif qui est la non-prolifération. Et là, nous avons fait une proposition, c'est de dire, en 2010, il va y avoir la relégation du TNP. Le meilleur moyen, on pose la question, on n'affirme pas, mais en posant la question, on pose déjà une question iconoclaste. Est-ce que, pour justement garantir une non-prolifération, ne faut-il pas faire entrer dans le club des nantis des États, les États qui ont développé soit en violation, soit à l'extérieur, tous leurs armes nucléaires, pour justement ensuite mieux cadenasser, appliquer le 93-2 et avoir un système compréhensif, je vois de l'anglais, c'est-à-dire total, et qui soit mieux verrouillé. Eh bien, certains vont dire, mais attention, vous donnez une prime à ceux qui ont violé leurs obligations. C'est vrai de l'Iran, c'est vrai de la Corée, c'est pas vrai des trois autres. On ne peut pas reprocher ni à Israël, ni au Pakistan, ni à l'Inde, mais ils sont en dehors. Et ils peuvent très bien continuer une certaine prolifération. Mais danger, c'est que vous risquez à ce moment-là d'avoir des demandes conventionnelles, la Turquie, l'Égypte. C'est pas si sûr. La réponse est c'est pas si sûr. Mais la réponse à cette question, qui est une vraie question que nous nous posons, et je ne pense pas dans le vif,
en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Je pose la question. La question c'est qu'aujourd'hui, la prolifération elle se fait. La prolifération elle se fait pour toutes les raisons que je viens de vous donner. À savoir que le système est effectivement, il y a des trous, que ces trous on n'arrive pas à les combler, que c'est pas en tapant sur les gens qu'on empêchera, ça je ne crois absolument pas, et qu'en définitive, effectivement, on doit se poser cette question, à savoir, ne faut-il pas mieux élargir le sexe de famille pour qu'on ferme la porte ensuite de manière plus harmonieuse. Je vous remercie.